Bonjour à tous et merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, effectivement, je me présente également. Je suis Virginia Moreira, responsable de l'équipe de gestion de clients chez Jungle, qui est un bureau de comptabilité, fiscalité et payroll. On accompagne les entrepreneurs et les particuliers qui vivent au Portugal et qui développent des activités au Portugal sur tous ces sujets de comptabilité, fiscalité. On essaye de les aider au quotidien à prendre des décisions au vu de la réalité portugaise et d'adapter, que c'est un petit peu le cas de vous tous, les revenus mondiaux et le fonctionnement, l'organisation un peu du budget familial, des impôts à payer, etc., au vu des particularités et des régimes qui existent. On a l'habitude de faire pas mal de webinaires avec Rachel, surtout pour accompagner les sociétés et les entrepreneurs. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler un petit peu de la réalité plutôt personnelle, et donc pour vos foyers, pour votre position personnelle au Portugal, comment ça fonctionne, puisqu'on arrive sur cette phase de déclaration annuelle au Portugal. Entre avril et juin, tout le monde doit reporter ses revenus ici. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques lignes générales sur le fonctionnement au Portugal, sachant que bien sûr, c'est analysé au cas par cas, un petit peu comme on était en train de dire, on a des équipes en interne de fiscalistes, par exemple, qui sont en mesure d'analyser tous les cas, de vous accompagner et de faire les déclarations pour vous tranquilliser, vous assurer que tout est bon et qu'on ne paye pas d'impôts si c'est pas nécessaire, effectivement. Parce que des fois, entre cette réalité internationale, en croyant qu'on fait tout bien, on se retrouve à payer des sommes qui ne sont pas du tout obligatoires ni nécessaires de payer. Et je suis là avec Elodie qui m'accompagne également dans l'équipe de gestion de clients. Donc, nous, on accompagne surtout les francophones puisqu'on est toutes les deux francophones. On a vécu en France. Donc, tous les francophones qui habitent au Portugal et qui s'installent ou développent une activité locale peuvent nous contacter pour qu'on puisse les aider dans leurs sujets particuliers et de société. Voilà, donc pour l'agenda d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? D'abord, on va vous parler un petit peu de nous. Comme je vous disais, Jungle, c'est une solution de la team France Export pour accompagner les sociétés et les particuliers au Portugal sur la comptabilité, fiscalité, conseil et payroll. Donc tous les sujets que les sociétés ont vraiment besoin, autant pour une question d'obligation comme de gestion. On a, au-delà du concept habituel que tous connaissent du bureau comptable, une organisation spécifique. On a une équipe dédiée à la relation client. Donc, au-delà d'avoir une comptable, une responsable RH et une administrative qui travaille pour vous si vous venez travailler avec nous, vous avez une gestionnaire de clients qui est votre point de contact et qui est francophone. Donc, ça aide effectivement la langue pour vous aider au quotidien à répondre à vos questions. En termes de dimension, on a déjà 24 collaborateurs quand même, ça fait 5 ans que la société existe et on accompagne plus de 350 clients sociétés au quotidien et une centaine de particuliers dans plusieurs secteurs d'activité différents. Donc par exemple la formation, comme disait tout à l'heure Luc, je pense, les restaurants, le e-commerce qui est de plus en plus à la mode, le consulting, tout type d'activité. On a un petit peu, on a des clients dans tous les secteurs. Donc, ce qui est très positif puisque nos comptables ont une visu et une expérience sur plusieurs secteurs d'activité différents qui nous permettent d'assister tout type de société qui s'installe et qui développe ici. Voilà, donc pour Jungle, je vous ai dit tout. Maintenant, quel est le sujet? Donc, c'est vraiment le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Si vous êtes résident au Portugal, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont vos obligations déclaratives et comment ça fonctionne? Parce que les repères et les références que vous avez tous sont du pays où vous habitez actuellement, même si dans l'Union européenne, d'une façon générale, on est plutôt aligné, autant sur les délais, comme les traitements, comme les types d'impôts qu'on a à payer, même si certains pays sont un petit peu plus créatifs que d'autres sur ce type de sujet. D'une façon générale, vous allez vous retrouver quand même dans le langage et le code fiscal portugais. Juste, il faut prendre en compte les délais, les particularités, si vous changez l'adresse vers le Portugal. Donc, un sujet très important qui paraît minime et très basique, mais qui en réalité n'est pas si clair pour tout le monde, donc il faut en parler. Qui est-ce qui est concerné, donc qui est-ce qui est considéré comme résident fiscal au Portugal? En fait, le critère en première ligne, c'est de passer au moins la moitié de l'année ici, ou alors acheter votre résidence principale. Si vous achetez une résidence principale et vous avez l'adresse fiscale enregistrée à cette adresse, automatiquement, vous êtes considéré comme résident au Portugal. Donc, en termes d'imposition, c'est ce pays qui pourra vous imposer et où vous êtes obligé de déclarer vos revenus. Par contre, le changement n'est pas automatique. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que des fois, on a des fois très souvent des cas de personnes qui nous disent, ah, moi j'ai mon adresse en France et mon adresse au Portugal. En termes de correspondance, aucun souci. En termes d'impôts, vous ne pouvez pas être considéré résident fiscaux dans deux pays.
Donc, un des pays, les deux vont vouloir que vous soyez résident fiscaux dans ce pays-là, parce que c'est le pays qui pourra vous imposer. Et autant la France comme le Portugal aiment beaucoup l'idée de recevoir des impôts. Donc, il faut faire attention où est-ce qu'effectivement vous êtes censé payer vos impôts pour éviter de payer deux fois ou d'avoir des soucis, des redressements fiscaux au vu des déclarations que vous avez faites. Donc, imaginons un cas qui arrive très souvent, vous passez la moitié de l'année au Portugal et la moitié en France. Où est-ce que vous êtes considéré résident fiscaux? Ben, c'est où vous avez le domicile principal. Si vous avez une maison dans les deux pays, ben, faire attention où est-ce que vous gagnez votre argent et où est-ce que votre foyer est installé. Imaginons les personnes qui ont des enfants qui sont scolarisés, il n'y a aucun doute, c'est le pays où les enfants sont scolarisés, sachant qu'ils sont mineurs en plus, qui va avoir le droit de vous imposer. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses, parce que des fois, bon, à cette réalité internationale en plus, où on peut travailler un petit peu partout dans le monde, des fois en télétravail ou autre, des personnes s'installent au Portugal et ils pensent que j'ai changé mon adresse perso, donc c'est bon, je suis résident au Portugal. Mais non, si vous passez votre vie en France et vous avez vos enfants scolarisés là-bas, la France va vous imposer vos revenus quand même. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et en cas de doute, analyser euh, qu'est-ce qui se passe. Donc, si vraiment vous êtes considéré comme résident fiscal au Portugal, vous êtes obligé de reporter ici tous vos revenus mondiaux. Et je dis bien reporter. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que vous allez payer des impôts ici. Vous êtes juste obligé d'informer le Portugal tous les revenus que vous avez, les salaires, les pensions, les dividendes, revenus fonciers si vous en avez, des plus-values. Vous êtes obligé de le dire. Et après, dès que vous faites la déclaration, là oui, il faudra regarder où est-ce que vous êtes censé payer. Et vous allez payer des impôts au Portugal que sur les revenus que vous avez qui sont physiquement ici. Imaginons des revenus fonciers au Portugal, locatifs, c'est le Portugal qui a le droit de vous imposer. Vos salaires ici, c'est le Portugal également qui va vous imposer. Par contre, tout revenu de source étrangère, il faudra analyser au vu de la convention fiscale qui existe, qu'elles existent pour ça, pour éviter les doubles impositions. Et c'est dans cette convention fiscale, on arrivera à voir où est-ce que vous êtes censé payer les impôts sur ce revenu. Si c'est en France, qui est le pays de la source du revenu, par exemple, ou si c'est au Portugal, parce que c'est où vous avez l'adresse. Si par chance ou hasard, ça dépend du cas, vous vous trouvez à payer des impôts en France, par exemple sur un revenu locatif, vous n'allez pas repayer au Portugal, il faut juste le déclarer. Dans certains cas, vous ne payez rien du tout. Dans d'autres, il y aura un crédit d'impôt qui est fait relativement à ce que vous avez déjà payé en France pour ne pas être doublement imposé. Donc, si vos déclarations sont bien remplies, aucune raison de payer les impôts deux fois. Et cette histoire de je déclare en France mes revenus français, au Portugal mes revenus portugais, c'est pas possible. Et très souvent, ça donne à des redressements fiscaux où les fiscs communiquent entre eux, parce que maintenant, au niveau de l'Union européenne, c'est quand même récurrent. On a des cas au quotidien de clients, autant de France comme de Belgique, qui, quand ils se rendent compte, bah, les finances, par exemple, de France ont informé les finances du Portugal de revenus qu'ils avaient sur place. Alors qu'ils ont déjà payé là-bas, ils se retrouvent à repayer au Portugal parce que ça apparaît automatiquement sur la déclaration d'IRS. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est récupérable, il faut juste bien la déclarer comme un revenu de l'étranger pour nous permettre effectivement d'activer cette convention et de vous éviter de payer des impôts sans que ça soit nécessaire. Quand est-ce qu'il faut faire cette déclaration? Comme on en parlait tout à l'heure, du 1er avril au 30 juin, tous les ans, relatif à l'année précédente. Donc là, le 1er avril, on va commencer à faire les déclarations de revenus de 2025. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui déménagent que à partir de maintenant n'auront pas de déclaration à faire. Ceux qui étaient déjà résidents en 2025, même si c'était que à la fin de l'année, imaginons que vous avez vécu en France jusqu'à octobre, novembre et décembre au Portugal, vous êtes obligé de reporter vos revenus dès le changement d'adresse fiscale. Donc, vous allez faire, dans ce cas de figure, une déclaration en France pour les 10 premiers mois de l'année et au Portugal pour le mois de novembre et décembre. Les conventions, comme je vous disais, elles servent effectivement à éviter la double imposition et à définir de façon claire qui a le droit d'imposer. Parce qu'en fait, avec cette réalité internationale où les gens se mouvementent de plus en plus, je peux avoir une société dans un pays mais habiter dans un autre. Donc, il y a eu ce besoin au niveau du fisc de définir de façon claire qui pouvait imposer ces revenus-là. Et donc, grâce à ces conventions fiscales, vous arrivez à avoir plus de visibilité. Il y a clairement l'information en disant, vous êtes résident au Portugal, mais vous percevez des dividendes de France. Voilà ce qui s'applique. À l'envers, la même situation. Règle générale, que vous pouvez garder déjà en tête, c'est si vous avez des revenus d'une activité qui physiquement est sur le territoire français ou portugais, c'est le pays où le bien existe, par exemple locatif des loyers en France, c'est toujours la France qui va vous imposer sur ces loyers. Donc, la seule façon que vous avez de ne rien payer du tout en France, c'est ne pas avoir votre adresse, votre famille, ni votre patrimoine en France. Sinon, vous allez quand même toujours payer quelque chose là-bas, même si vous changez d'adresse vers le Portugal.
Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Je pense d'ailleurs, Rachel, l'autre jour, Olivier, il en parlait un petit peu. Et pour ceux qui sont intéressés à ces sujets, c'est intéressant d'assister au webinaire également au sujet de la gestion de patrimoine et de certaines particularités qui sont plus du côté français. Olivier Rabian, c'est ça, Rachel, je ne me trompe pas, son Oui, nom? oui, c'est ça. D'ailleurs, il Voilà. y en aura encore deux autres parce que je regarde les questions, je vais y répondre par la suite. Mais c'est vrai qu'il faut assister aussi au webinaire d'Olivier pour tous ceux qui ont encore du patrimoine, y compris du patrimoine immobilier donc en France. Exactement. Parce qu'en fait, il y a toujours ces particularités-là. La seule façon que vous avez de ne pas avoir à vous justifier ni à payer des impôts dans des différents pays, c'est si tous vos centres de revenus, tout votre patrimoine et votre adresse est dans le même. À partir du moment où vous touchez sur vous movementez sur plusieurs pays, il faudra toujours vous justifier auprès de tous ces États. Effectivement, la France, autant pour les revenus fonciers comme pour les impôts de patrimoine, ils vont toujours continuer à vous imposer. Après, qu'est-ce qui se passe du côté du Portugal? Ça va toujours dépendre, au-delà de la convention, de votre régime fiscal. Donc, tout à l'heure, on parlait pour certains du RNH. Le RNH aide, dans certains des cas, à vous exonérer de payer des impôts au Portugal sur des revenus de l'étranger. Pour des personnes qui n'ont pas ce type de régime, c'est différent. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu plus ça au vu des différents régimes fiscaux qui existent. C'est vraiment le prochain point de notre présentation. Donc, pour vous donner une idée, surtout que je pense que la plupart d'entre vous continuent en France, donc c'est intéressant de comprendre quelle est la règle générale en termes de fiscalité au Portugal et quelles sont les particularités qui existent, qui sont plutôt dynamiques ces derniers temps, parce qu'avec les changements de gouvernement, il y a toujours une nouveauté ou autre, et des fois, le message qui se passe à l'étranger n'est pas nécessairement le meilleur. C'est une question de politique ou de campagne presque. Par exemple, l'histoire que le RNH est terminé, oui, c'est vrai, dans les régimes et les modalités qui existaient, il est fini, mais entre-temps, il y a des nouvelles modalités qui, en réalité, vont vous donner les mêmes avantages ou plus que le RNH. Par contre, ça a intéressé au niveau de la politique au Portugal, bien sûr, puisque la tendance est un petit peu plus de droite également, comme partout dans l'Europe, de dire, ah non, on arrête ces avantages pour l'installation des étrangers, parce qu'on veut valoriser les Portugais, réduire les impôts. Et donc, le message et la communication a été plutôt bien faite, parce que tout le monde a gardé cette idée. Et on a beaucoup de Français qui ont dit, oh mince, le RNH est fini. Et c'est vrai, mais il y a encore d'autres possibilités de régimes fiscaux plus avantageux qui peuvent même être plus intéressants pour vous. Donc, pour vous expliquer, sans régime particulier, d'une façon générale, nous, on habite au Portugal, n'importe qui, indépendamment de la nationalité, ça c'est très important aussi. Beaucoup de personnes pensent, ah, je suis français ou je suis portugais, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Il n'y a pas le critère nationalité dans la fiscalité. La fiscalité a à voir avec votre résidence fiscale, toujours. C'est où vous habitez ce qui compte et jamais quelle est votre nationalité. Ça serait même inconstitutionnel et complètement contraire à toutes les logiques politiques des derniers temps où on veut un flux de commerce, un flux de personnes, tout le monde se mouvemente librement, surtout dans l'Union européenne. Donc, indépendamment de votre nationalité, ce qui s'applique, c'est où est-ce que vous êtes officiellement considéré comme résident fiscaux. Donc, au Portugal, si vous êtes résident fiscaux et que vous n'avez aucun régime spécial, les salaires, les revenus professionnels, les pensions, les plus-values immobilières, tout type de revenus sont taxés de 12 à 48% en dépendant de combien vous touchez. C'est des taux progressifs, bien sûr. Et quand on va au-delà des 48%, ça veut dire qu'on a des revenus supérieurs à 80 000 euros l'année, il peut y avoir une contribution additionnelle de solidarité qui va de 2,5 à 5% sur les revenus. Quand on regarde ça, je pense que la plupart d'entre vous, ça doit même vous faire peur parce qu'en réalité, très facilement, vous vous retrouvez à payer plus d'impôts au Portugal qu'en France, si on regarde que ça, que ce point. Pourquoi? Le SMIC au Portugal est plus petit, donc on est à 920 actuellement, alors qu'en France, 1007 si je ne me trompe pas. Donc tout ce que les personnes gagnent entre ces deux sommes, en France, vous n'êtes pas imposé, alors qu'au Portugal, oui. Vous n'êtes pas imposé que jusqu'au 920 fois 14. À partir de là, automatiquement, il y a un impôt à payer. Et pareil, les revenus en France, ils sont normalement légèrement plus élevés. Donc, vous commencez plus tard à payer plus en termes d'imposition. Et ici, on commence un petit peu plus tôt en termes des tranches d'imposition. Euh, Au niveau des plus-values mobilières et des revenus de capitaux, il y a un taux forfaitaire de 28%. Donc, pour des dividendes, par exemple, alors qu'en France, vous êtes à 30%. Et vous pouvez quand même, donc 28, c'est ce qu'on paye dans l'immédiat quand on reçoit des dividendes, mais si on reporte ça dans la déclaration d'IRS annuelle, on peut se retrouver à profiter des taux progressifs et ça peut représenter en fait de payer presque la moitié d'imposition. Donc, il n'y a que la moitié de vos dividendes qui sont pris en compte si vous déclarez ça lors de la déclaration d'IRS annuelle. Donc, des fois, il y a un petit peu l'idée préconçue du ah, j'ai déjà payé mes impôts là-dessus, je vais rien dire à personne. C'est bon, les finances ont déjà pris 28%, je leur dis rien. Et des fois, bah, vous perdez de l'argent de ne pas le dire. Parce que intégrer ces revenus dans votre déclaration d'IRS,
permet à l'État de vous donner une exonération sur 50% de ce que vous avez touché et donc potentiellement à récupérer de l'impôt que vous avez avancé. Ça, c'est le genre d'analyse qu'on fait avec vous lors de la soumission des déclarations d'IRS. Pourquoi donc l'équipe de fiscalistes, quand on vous propose des honoraires pour faire la déclaration, c'est pour analyser vos revenus, faire une simulation, comprendre s'il y a plusieurs façons de faire la chose, laquelle est la plus intéressante, et donc valider avec vous avant de le soumettre. Et dans certains cas, effectivement, c'est intéressant d'intégrer les dividendes et d'autres types de revenus au lieu de les laisser juste au taux forfaitaire de 28% qui est taxé à la source. Revenu foncier, taux forfaitaire de 28 ou de 25, ça dépend exactement de quoi on parle. Si on parle de location de bureau, c'est les 28. Location d'appartement, de résidence principale, vous payez 25. Et actuellement, il y a une nouveauté là à partir du 1er janvier 2026 qui n'est pas encore très claire, je vous admets. Le budget d'État a déjà défini ça, mais on ne s'est pas encore réglementé pour que je puisse vous en dire beaucoup plus. Mais pour les personnes qui louent à des loyers modérés, on a juste la visibilité sur le plafond. Le plafond est de 2300 euros. Donc tous les loyers jusqu'à 2300 euros, apparemment, sont éligibles à avoir un taux forfaitaire de 10%. Ça veut dire qu'au lieu de payer ces 28, non, c'est 25 dans ce cas-là, au lieu de payer les 25, vous vous retrouvez à payer 10% sur les revenus locatifs. Ce qui est plutôt intéressant parce que en termes de charges fiscales pour les propriétaires, ça réduit en 15% ce que vous avez à payer à l'État sur les loyers. Dans certains cas, c'est possible aussi de mettre les taux progressifs. Je vous donne un exemple, revenu touristique, c'est à la mode maintenant, les Airbnb, quand vous utilisez les plateformes pour louer à des touristes un appartement. Il y a plusieurs façons de faire la chose, autant à titre particulier comme par société. Et donc le revenu imposable qui sera pris en compte au vu de ces revenus peut être rajouté à vos revenus globaux et être imposé au taux progressif. En dépendant de ce que vous gagnez, ça peut être intéressant, ou jusqu'à maintenant en tout cas ça l'était parce qu'il y avait les 25%, donc toutes les personnes qui étaient en dessous de ce taux d'imposition, c'était intéressant pour elles d'avoir le taux progressif comme option. Maintenant, avec les forfaits 10% et même de pouvoir déclarer les revenus locatifs de gestion touristique en auto-entrepreneur, peut-être que c'est pas si intéressant. C'est le genre d'analyse qu'il faut faire au cas par cas. Au-delà donc du régime fiscal général, il y a une tendance également au Portugal actuellement, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à retenir les jeunes. Ils veulent tous partir à l'étranger travailler puisqu'effectivement les salaires sont plus élevés, les conditions sont différentes. Et il y a certaines années, il y a une dizaine d'années, énormément de jeunes, des infirmiers, d'autres types de domaines qui sont partis travailler à l'étranger. Donc le Portugal a compris que c'est un gros sujet. Au vu de l'inflation de l'immobilier, de la tendance un peu européenne, que les jeunes partent de plus en plus tard de chez leurs parents parce qu'ils ont des difficultés financières et à payer un loyer tout seul, l'État s'est dit, OK, on va aider les jeunes en début de carrière contributive à payer moins d'impôts pour qu'ils aient plus de trésorerie mensuellement et donc leur permettre de vivre un petit peu mieux et de au moins s'installer, de faire leur vie et de s'organiser au Portugal, puisque la probabilité de partir après 10 ans de travail au Portugal, d'avoir leur famille ici, est un petit peu moins probable que si on ne donne pas d'opportunité au tout début et ils veulent se lancer, partir à l'étranger. Très probablement, après, ils ne reviennent plus. C'est un petit peu le phénomène. Donc là, pour tous les jeunes qui sont résidents fiscaux au Portugal, s'ils ont moins de 35 ans et sont sur les 10 premières années de cotisation, à partir du moment où ils ne sont pas résidents fiscaux avec les parents, jusqu'à 29 452 euros maintenant en 2026 par an, il y a des exonérations d'impôts. Par exemple, quelqu'un arrive au Portugal, je m'installe, donc je suis français, je m'installe ici, je change mon adresse, j'ai 25 ans, c'est ma première année de travail au Portugal, jusqu'à 29 452 euros, je ne paye rien d'impôt. De la deuxième à la quatrième année, je suis exonérée de payer sur 75% de mes revenus. Après, sur 50%, sur 25%, et donc je paye la totalité au taux progressif que je vous ai montré tout à l'heure, que à partir des 35 ans ou après ma 10e année de cotisation, donc à la 11e année. C'est plutôt avantageux. Des fois, c'est même plus intéressant que les autres régimes qu'on entend parler du RNH ou autres, en dépendant de combien vous gagnez, parce qu'il y a cette histoire du plafond. Également, donc c'est vraiment pour les jeunes qui sont en début de carrière contributive et qui n'ont pas énormément de revenus. Si on dépasse ces sommes-là, on se retrouve à être imposé quand même au taux progressif, donc c'est moins intéressant. En tout cas, à partir de la deuxième tranche, jusqu'à cette somme, ce sera toujours l'IRS jeune, mais à partir de là, on passe sur les taux progressifs. Mais c'est quand même une grande aide pour le début de la carrière. Ce régime n'est pas cumulable avec d'autres, il faut faire attention. Donc, quand quelqu'un arrive, si la personne est éligible à l'IRS jeune et à d'autres régimes, il faut analyser lequel est effectivement plus avantageux, parce que s'il s'inscrit dans un, il ne peut pas bénéficier de l'autre.
Et après, ça peut être effectivement contre-productif parce que il pouvait avoir plus d'avantages. Imaginons, je vous donne un cas concret, un jeune qui s'installe et qui en réalité il maintient des revenus de l'étranger. C'est peut-être plus intéressant pour lui d'avoir le RNH ou l'actuel IFICI que d'avoir l'IRS Jeune, parce que les revenus de l'étranger sont complètement exonérés au Portugal, alors que les revenus nationaux sont éligibles à l'IRS Jeune. Il y a également un autre régime, un petit peu dans le même sens de retenir les gens et d'avoir de plus en plus de talents et de personnes qui veulent vivre au Portugal et en conséquence alimenter l'économie, payer des impôts, etc. C'est le régime d'ancien résident. Donc quelqu'un qui a déjà habité ici et qui part à l'étranger, si après avoir vécu au moins 5 années à l'étranger, il veut revenir au Portugal, pour encourager à leur retour, le gouvernement applique une exonération qui va jusqu'à des revenus de 250 000 euros par an où la moitié de vos revenus sont oubliés. En termes d'imposition, vous ne payez rien du tout sur 50% de ce que vous avez touché pendant les 5 années qui suivent le déménagement. Donc, quelqu'un qui arrive là en 2026, tous les revenus jusqu'à 2031 sont taxés ou sont pris en compte qu'à moitié pour l'imposition au Portugal, si on ne dépasse pas, bien sûr, ces plafonds. Je vois que Christophe lève la main. Oui, juste une question par rapport à ça. Ça veut dire que, donc ça c'est pour inciter les Portugais à revenir un petit peu au pays. Oui, Et pas que c'est les valable, Portugais, hein, Pas que les Portugais, les anciens les résidents. anciens résidents. ok. Et de facto, c'est valable pour le couple ou pour la personne, en fait, le régime. Pour la personne. Donc la personne qui a habité au Portugal et qui revient, sur ses revenus à titre particulier, il ne payera que sur la moitié de ses revenus. Ok, Il y a d'autres aides au niveau de Regressal. Si après vous jetez un petit coup d'œil, au Regressal, c'est un programme du gouvernement. Et il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect fiscal, il y a l'aspect déménagement et l'aspect social. Le social et le déménagement, il peut aider tout le foyer. Donc il y a même des sommes, hein, là, sont perdues, un plafond pour vous aider au déménagement, même à ramener les meubles, à payer les vols. Ça, c'est les aides du côté social. En termes fiscaux, c'est que quelqu'un qui a déjà habité ici qui pourra en profiter. Donc, c'est quand même intéressant pour le foyer, dans le cas, par exemple, si votre épouse n'a jamais vécu au Portugal, mais vous, oui, et vous revenez. Les aides sociales, vous pourrez les avoir toutes pour les deux. L'avantage fiscal, c'est que pour vous. Et donc, à voir si elle, à titre particulier, elle arrive à bénéficier d'un autre régime ou si elle va être inscrite au régime global. ça marche, c'est clair. Merci. Donc, au-delà de Regressal et de l'IRS jeune qu'on a parlé, il y a donc l'IFICI. L'IFICI, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est le RNH 2.0. Puisqu'effectivement le nom a complètement changé. On n'est plus du tout sur le régime de résident habituel, on est sur o Incentivo à Investigação Científica e Inovação. Ça veut dire quoi? Incentive à l'investigation scientifique et innovation. Donc ça donne une idée que on aide les sociétés et les domaines d'activité à valeur ajoutée à s'installer et à se développer au Portugal et non juste les non-résidents. Mais en réalité, les conditions d'éligibilité sont presque les mêmes. Donc, quel est le secteur, quels sont les critères, on va dire? Les critères, c'est effectivement de ne pas avoir habité au Portugal, de déménager ici, mais il faut également travailler pour une société de valeur ajoutée. Et la société doit être portugaise. Donc, ou vous devenez salarié dans un de ces domaines, ou vous créez une société dans un de ces domaines pour qu'il y ait effectivement une valeur ajoutée pour le pays. Donc, plusieurs domaines d'activité, comme vous voyez ici par la liste, l'industrie, l'électricité, construction, restauration, activités d'information et communication, donc tout ce qui est IT, marketing, activités financières et d'assurance, surtout dans le conseil financier, administration et services de soutien à l'international, santé, les médecins par exemple. Donc tous ces secteurs qui sont considérés à valeur ajoutée, si vous déménagez au Portugal et vous participez au développement de ces entreprises, ou comme salarié ou parce que vous en créez une dans le secteur, vous êtes éligible potentiellement à des avantages fiscaux également. Le régime s'applique aux personnes qui ont des fonctions très spécifiques. Donc, c'est pas je viens travailler dans la restauration tout court, par exemple. C'est non, j'ai un restaurant et je suis directeur financier. J'ai un hôtel, je suis directeur de l'hôtel. Je suis médecin. Je suis spécialiste en finance. Donc, il faut avoir ou des études dans les domaines concernés ou être gérant d'une société qui travaille dans ce secteur pour être éligible. Et ça vous permet quoi? D'avoir exactement les mêmes avantages que l'ancien RNH, qui est le taux spécial de maximum 20% sur vos revenus au Portugal. Donc tous les revenus de salaire ou d'indépendant, donc le connu comme auto-entrepreneur de NI, on appelle ça au Portugal,
tous les revenus que vous déclarez dans ce régime-là, vous serez imposé maximum à 20 au lieu des 48 que je vous ai annoncé tout à l'heure qui sont dans le régime normal. Et au-delà de ça, vous êtes complètement exonéré de payer des impôts de tous les revenus de source étrangère, sauf les pensions. Donc là, c'est effectivement la grande différence relativement à l'ancien RNH, parce que l'ancien RNH a d'abord valorisé les retraités et la non-imposition des pensions. Et ici, le mindset est, on veut des sociétés, on veut des postes d'emploi, on veut enrichir l'économie et avoir effectivement une valeur ajoutée. Donc, tout type de revenus et d'argent qui arrive au Portugal, et si c'est quelqu'un qui travaille dans ces professions, peuvent être exonérés, sauf les pensions où vous allez payer les taux progressifs global que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et contrairement à l'ancien RNH, où en réalité vous arriviez, vous changez votre adresse, il fallait cocher une petite case en disant je veux le statut et que personne vérifiait jusqu'à ce qu'effectivement vous ayez des revenus spécifiques qui soient éligibles, et donc c'est lors de la déclaration d'IRS annuelle pour voir s'ils appliquaient ou pas le régime. Ce régime n'est pas automatique, donc il faut faire une inscription qui a à faire toujours jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit le déménagement. Toutes les personnes, par exemple, qui ont déménagé en 2025 ont dû s'inscrire jusqu'au 15 janvier 2026. Ceux de 2026, ils vont devoir s'inscrire jusqu'au 15 janvier 2027. Et donc, suite à cette inscription, où vous prouvez l'éligibilité, donc vous envoyez le contrat de travail ou le certificat de la société pour prouver que vous êtes éligible à ça, suite à la réponse des finances, qui actuellement prend quand même 4 mois à peu près, c'est les retours qu'on a, puisqu'il y a eu beaucoup de demandes, vous pourrez profiter de ce régime. Ce qui rend plutôt compétitif quand même, parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure du quand vous habitez au Portugal, vous devez reporter tous vos revenus ici et analyser les conventions. En fait, cette modalité simplifie tout. Si les revenus sont portugais, vous payez 20%. Si c'est les revenus étrangers, vous payez rien au Portugal. Donc, pour les gens qui ont de la chance de ne rien payer dans le pays d'origine, ben, ils vont rien payer sur ces revenus. Ceux qui payent quelque chose dans le pays d'origine, ils n'auront rien au Portugal à payer sur ces revenus-là. Donc, c'est très intéressant et ça peut représenter une énorme économie d'impôts au vu des revenus de vos foyers. Pour cette année de 2026, histoire de vous donner un petit peu de visibilité, surtout pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont là, je pense que vous êtes un petit peu à part de l'actualité. Le budget d'État de cette année a augmenté le salaire minimum portugais. On était à 870, maintenant on est à 920 par mois. Et je rappelle, 920 par mois sur 14 mois, contrairement à d'autres pays. Nous, ici, il y a cette obligation légale. Donc, on doit considérer les 920 fois 14 et non fois 12 pour être au SMIC. Les taux d'IRS, donc impôt sur les revenus, ont baissé. La TVA également, dans certains secteurs très spécifiques comme l'agriculture, l'aquaculture, l'huile d'olive, la construction, puisque c'est des secteurs qui sont en crise. Même si on connaît tous les Portugais en France pour travailler dans la construction et qu'il y a énormément de qualité dans la construction, ben, je ne sais pas s'ils sont tous partis en France pour ça, mais au Portugal, il y a énormément de difficultés à avoir des ressources, des personnes disponibles et des prix accessibles. Donc le gouvernement, pour aider un petit peu à ces difficultés, a baissé la TVA de la construction à 6%, surtout pour tout ce qui est remodélation, services et dans les zones de réhabilitation urbaine où il y a beaucoup de difficultés parce que les prix sont chers, il y a beaucoup de ruines et beaucoup de choses à récupérer. Donc la TVA est à 6. Quand on parle de construction tout court, il n'y a même pas de sujet de TVA, puisque tout ce qui a à voir avec la construction de maisons, par exemple, ou d'immeubles, ou de bureaux, c'est en autoliquidation. Donc il n'y a même pas de TVA au Portugal quand on parle de chantier de construction. Si c'est par contre de la rénovation, là oui. L'IRC, qui est l'IS français, l'impôt sur les sociétés, contrairement à ce qui se passe dans l'Union européenne où les impôts augmentent, au Portugal, on est en tendance complètement contraire, on baisse. Donc, il y a 2 ans, les impôts étaient à 17, 21 progressivement. L'année dernière, 16, 20. Et là, on est sur 15, 19. Donc, 15, c'est jusqu'aux 50 premiers 1000 euros de bénéfices. Et les 19, c'est au-delà des 50 000. Donc, tout ce qui dépasse les 50 000 est imposé à 19, alors que la première tranche restera toujours à 15. En termes de changement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La taxation des plus-values et des loyers. Les loyers, je vous en ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est l'histoire de passer des 25 au 10% d'imposition. La plus-value, pour vous expliquer exactement ce que ça veut dire d'une façon simple. Ici, normalement, si vous vendez une maison, si ce n'est pas votre résidence principale, vous payez toujours des plus-values parce que c'est considéré un bénéfice. Alors, si vous vendez votre résidence principale, vous avez la possibilité de réinvestir ce que vous avez gagné. Et quand je dis ce que vous avez gagné, attention, c'est pas que la plus-value, c'est la totalité du produit de la vente. Si vous le réinvestissez, donc j'ai vendu ma maison, j'ai besoin de vivre quelque part, j'en rachète une autre. Je ne paye pas de plus-value. Par contre, si je ne réinvestis pas, la moitié de votre plus-value est imposée au niveau de l'IRS.
Et là, il y a quelques nouveautés dans ce sens, un petit peu à cause de la crise de l'immobilier, des prix qui sont très très chers, pour aider à qu'il y ait plus d'appartements disponibles autant à la location comme à la vente. Si vous gagnez de la plus-value, mais vous achetez quelque chose, vous achetez un bien qui se destine à la location à des prix modérés, vous êtes exonéré de payer la plus-value. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça vous fait des économies d'impôts et en plus, vous aurez un revenu locatif après et on permet au niveau donc, du marché locatif d'avoir plus de biens disponibles. Donc c'est plutôt Que tu intéressant peux et définir ce que c'est, c'est prix modéré? Virginia, excuse-moi. dis-moi Rachel, Je dis, est-ce que tu peux définir ce que c'est prix modéré? prix Non, modéré. en fait, par rapport au loyer, c'est ne pas dépasser les 2300 Ah, les prix euros. modérés, oui, c'est les 2300 €. Parce enfin, on le voit bien sur le marché portugais aujourd'hui au niveau de la location, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc le propriétaire met son prix Je suis et de d'accord toute avec toi, façon, c'est pour ça que je me suis permise de ouais, ouais. t'interrompre, de te poser Ouais, cette C'est pour question-là. gérer en fait, et aussi parce qu'il y a beaucoup de locations qui sont faites au black. et comme ça, les propriétaires vont tout déclarer. Voilà, parce ils auront, Des il y aura avantages. oui, voilà. Ça permet de Ok. régulariser un petit peu plus la chose. Et bon, après, le modéré, c'est relatif et il y a un peu cette polémique en Modéré à interne. 2300 euros, Parce c'est que cash. à 2300 €, si on parle d'un 4 chambres sur Lisbonne, ça va, c'est Ouais. effectivement modéré. Si on parle dans un Un petit T1. village ou d'un T1, c'est pas si modéré que ça. Donc là, on est tous curieux de voir ce que ça donne parce que c'est les nouveautés du budget d'État 2026. Donc il manque encore toute la réglementation associée pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Et on ne sait pas si ça va être défini par exemple par typologie d'appartement, si c'est par région. On n'a pas encore de visibilité là-dessus. Mais c'est quand même positif parce que ça ouvre ici une possibilité supplémentaire d'être exonéré sur les plus-values, alors que jusqu'à maintenant, il y avait zéro façon d'être exonéré, sauf j'ai en fait gaspillé, réinvesti l'argent que je viens de gagner. C'était la seule façon qu'il y avait d'être exonéré. Et maintenant, donc, ça ouvre un petit peu plus de portes relativement à ça. Il y a plus de visibilité Ouais. fiscale. Ouais. En termes de licence, elles sont plus simplifiées et plus rapides parce que administrativement, je ne sais pas les échos que vous avez en France, mais ça peut être un petit peu lent des fois et les gens désespèrent pour des licences de construction, pour des licences de alojamento local. Et maintenant, il y a le simplex, surtout sur les grandes villes, où en fait, il y a des délais qui sont définis comme délai maximum. Et si vous n'avez pas de réponse de l'administration sous ce délai, c'est assumé comme accepté. Ce qui accélère énormément les procédures pour tout puisque autant les architectes comme les propriétaires ne sont pas en attente éternelle d'avoir des réponses de l'administration pour pouvoir avancer leur investissement, leur construction, quoi que ce soit. Il y a une certaine liste de licences qui n'oblige pas à avoir une réponse officielle pour qu'elle soit validée. D'autres, peut-être plus complexes, où il faut qu'il y ait des inspections, etc., c'est différent. Mais en tout cas, les licences qui, en réalité, on attendait une réponse, mais on savait déjà au préalable que c'était validé et les délais d'attente faisaient perdre de l'argent ou du temps aux gens, maintenant, il y a ce modèle du simplex qui, si vous avez la preuve de soumission de la demande et X jours sont passés, c'est bon, vous pouvez avancer, vous avez l'autorisation tacitement. Relativement à ce qui se maintient, donc les régimes que je vous ai parlé tout à l'heure, ils existent déjà. L'ancien résident, ça fait des années, l'IRS jeune depuis 2025 et l'IFICI également au 1er janvier 2025. Donc, le nouveau budget d'État les maintient. Dans certains cas, on n'a pas énormément de visibilité si ça va être éternel ou pas. Par exemple, l'IRS jeune, pour l'instant, ils disent que pour les revenus, ça se maintient, mais pour l'achat d'une première résidence principale, qui a un autre avantage pour les jeunes, c'est que jusqu'à 2026. Donc, on ne sait pas si c'est pour faire accélérer un petit peu les jeunes et les motiver à l'achat dans l'immédiat, ou si après on arrivera à la fin de l'année, ils disent ça continue pour l'année prochaine. Ça, il n'y a pas de visibilité. Pareil pour l'IFICI, c'est des tendances qui ont à voir avec surtout le gouvernement. Si le gouvernement change, c'est probable que ça change aussi. S'il se maintient, ils vont rester toujours dans la même ligne d'action. Et on a quand même une stabilité politique au Portugal qui nous permet d'avoir de la visibilité. Donc, je pense que pour l'instant, on peut compter sur ces régimes et on aura d'ailleurs un petit peu plus de visibilité sur les années qui suivent. Parce que là, on n'a pas de jurisprudence ni d'historique. Par exemple, pour l'IFICI, toutes les demandes qu'on a faites cette année, petit à petit, on apprend et on voit quelles sont les réponses de l'administration à ces demandes. Alors que l'RNH, par exemple, on savait déjà comment ça fonctionnait par cœur. Là, l'IFICI, de temps en temps, même en termes de process, il y a quelques surprises qu'on est obligé d'adapter. Et avec cette expérience et ces informations acquises, pour les prochains process et les demandes, on a de plus en plus d'éléments pour vous accompagner. Donc, merci beaucoup. On arrive à la fin. On a quelques minutes pour voir avec vous si vous avez des questions et regarder également les questions qui sont tombées sur le chat.